es bon l'espagnol, mais tu n'es pas assez bon. Tu pourrais être magnifique. On me demande de sucer, alors je suce. C'est suffisant. C'est suffisant pour la province, mais pas pour papa. Quand l'empereur me suce, c'est... Tu as connu Marc Aurèle? J'ai dit qu'il m'avait touché les une fois. Gladiateur, es-tu celui qu'on appelle l'espagnol? Oui. Je t'aime bien, l'espagnol. Je vais te sucer. On te laisse sucer. Mon oncle dit que ça me rendra fort. Tu suces? Je suce que des Russes. Comme mon père. Le gladiateur qui a sucé un empereur. Une histoire extraordinaire. Et quoi de plus glorieux que de fister l'empereur lui-même dans la grande arène? J'ai connu un homme. C'était ton père. Amateurs de savoir et de second degré, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas. J'ai souvent de l'herpès génital. Cette vidéo est la seconde partie de la série sur le Paléozoïque, donc si vous n'avez pas vu la première, vous pouvez la retrouver en cliquant ici. La dernière fois, nous nous sommes quittés à la fin de la période de l'Ordovicien. Donc nous avons fait tout ça, soit un tiers du Paléozoïque. Maintenant, si vous voulez bien, plaçons quelques repères. Vous avez en rouge les extinctions et en vert les explosions. Nous allons commencer par le Silurien et voir comment le vivant évolue. Ou pas, on ne sait jamais, hein. D'autres extractions peuvent survenir, mais spoiler, on va au moins arriver jusqu'à l'homme. Au pif. Et on s'arrête jusqu'au Dévonien, sinon après vous allez mourir. J'en dis pas plus, générique. Le Silurien, troisième période, donc se divise en deux. Nous avons le Silurien inférieur qui se divise en 5 âges. Ensuite, nous avons le Silurien supérieur qui lui se divise en 3 âges. Tout d'abord, on constate que les espèces les plus répandues sont celles qui ont survécu à l'extinction avec le plus de facilité. Petit point géologique, le continent Laurussia se forme, 2 grands continents alors se démarquent des autres. Nous avons le nouveau continent que je viens de citer et le Gondwana. Nous passons alors de ça à cela. Le Silurien est marqué par une période de stabilisation générale du climat. Grâce à cela, la glace a fondu et l'océan gagne 300 mètres de fond, soit la hauteur de la tour Eiffel comme vous pouvez le voir. Il est aussi marqué par la colonisation de la terre ferme et cela à grande échelle par le vivant. La vie est abondante et foisonne partout. Il ne faut pas croire cependant que rien ne se passe sous l'eau. Les poissons se diversifient de manière considérable, les premiers récifs de corail apparaissent, ainsi que tous les groupes de mollusques actuels. Les prédateurs deviennent dangereux et les proies ont de plus en plus de mal à protéger leur ponte. Dans la précédente vidéo, on a vu que c'était bel et bien les végétaux qui ont été les premiers à aller sur Terre. Mais alors pour ce qui est des animaux, quelle est l'espèce du règne animal à avoir marché sur Terre? La première espèce du coup à avoir franchi cette limite, celle qui est passée avant les autres. Celle qui a fait l'impossible. C'est les libellules. Ouais. C'est pas ouf. Mais calmez-vous, hein, cette espèce sortait juste pour pondre ses œufs et après c'était retour à la flotte. C'est pour ça que je n'aime pas trop dire que c'est la première espèce à avoir été sur Terre. Parce que l'espèce dont je vais parler plus tard a été sur Terre pour vivre sur Terre. Elle y va juste pour pondre ses œufs. J'y pense. Est-ce que vous savez pourquoi on dit règne animal? Eh bien parce que les scientifiques classent le vivant et utilisent différents termes bien précis pour pouvoir les ranger dans un ordre également bien précis. J'abrège un peu, mais avec ça vous allez avoir de bonnes bases. Tout en haut, vous avez le monde du vivant. Je pense qu'il est important de différencier ce qui est vivant et ce qui est mort. Enfin, je pense quoi. Juste en dessous, nous avons les règnes. Et justement, c'est de là que ça vient. Règne animal, règne végétal, ça vient de là. Et pour prendre un exemple, nous allons prendre les animaux. Ensuite, nous avons juste en dessous les embranchements. On continue toujours l'exemple avec les vertébrés. Ensuite, nous avons les classes. On va prendre les mammifères. Ensuite, nous avons les ordres. On va prendre les primates. Ensuite, nous avons les familles. Pour continuer l'exemple, on va prendre les hominidés. En avant-dernier, nous avons les genres. Ici, Homo. Et enfin, nous avons espèces. Et c'est à partir de là qu'on sait véritablement de quoi on parle. Parce que si je vous dis mammifère, c'est très vague. Et justement, c'est le but. Plus on descend, plus on est précis. Et du coup, l'espèce, c'est Homo sapiens. Pour ceux qui ne savent pas, Homo sapiens, c'est nous. Et ça, vous pouvez le faire avec absolument tout ce qui est vivant, que ce soit des animaux, des champignons, des plantes, etc., etc. Vous pouvez faire ça avec absolument tout. Où en étions-nous maintenant? Oui, les arthropodes, pardon. Ceux qui sont vraiment sortis de l'eau, du coup, en mode genre fuck off de l'eau, ce sont les arthropodes. Genre tout ce qui est insectes, arachnides, mille pattes, etc. Et donc parmi les arthropodes, celui qui est sorti en premier, c'est le scorpion des mers, a.k.a. le riptéride. Je pense que cette espèce mérite le titre de totem du Silurien. En quête de nourriture, tous les aventureux partent vers l'inconnu, mais il y a un problème de taille, car la plupart des arthropodes du Silurien ne sont pas herbivores. La plupart mangeaient des champignons ou des moisissures.
Je sais ce que tu vas te dire, mais c'est totalement dégueulasse. Mais dites-vous qu'à cette époque, ce sont ça et les arthropodes donc qui composent les premiers écosystèmes de la Terre. Les végétaux ne sont alors pas une source immédiate de nourriture pour les animaux. Les herbivores étant quasiment inexistants. Inexistants, ouais. Comme lui par exemple pour ce qui est de la plupart des réalisations des films Star Wars, pour ne pas dire quasiment tous, et celle-là a été gratuite parce que la musique est passée juste avant et que je suis en train de tous me les taper. Parmi les premiers colonisateurs de la Terre, on pense que ceux qui ont le mieux réussi, ce sont les fourmis. D'ailleurs, les arthropodes ont excellemment bien réussi leur migration. Aujourd'hui, dans le règne animal, 9 animaux sur 10 ce sont des arthropodes. Et maintenant, les créationnistes me vont prendre extrêmement cher. Attention, roulement de tambour, acclamé. La Fluxos. Vous allez me dire pourquoi je vous montre ça. Et vous aurez raison, car ça ressemble à un verre. Je pense pas prendre trop de risques en disant ça. Cependant, cette chose possède LA caractéristique. Celle d'avoir une corde. Une corde, c'est quoi? Une corde, c'est un genre de tige, rigide, qui traverse tout le corps. Ça vous fait penser à rien, ça. Je sais pas, une colonne vertébrale par exemple. Et oui, c'est grâce à cette tige que tous les vertébrés ont pu voir le jour. Et au cas où, les vertébrés, ça rassemble tout ce qui est poissons, amphibiens, etc., etc., et bien évidemment, les mammifères. Donc si vous auriez vécu il y a 400 millions d'années, vous auriez pu ressembler à ça. Oh, what the... Dévonien, maintenant, nous nous attaquons à la seconde moitié du Paléozoïque qui se divise en trois. Nous avons le Dévonien inférieur qui se divise en 3 âges, nous avons le Dévonien moyen qui se divise en 2 âges, et nous avons le Dévonien supérieur qui se divise en 2 âges. Déjà, on voit que ça bouge pas mal et on passe de ça à ça. Le Gondwana et le Laurusien se rapprochent de l'équateur, tout le reste de la Terre est alors recouvert par un immense océan nommé Pantalassa. On peut se vanter d'avoir des noms super stylés, je trouve. Les poissons évoluent vers différentes formes. Certains deviendront les premiers tétrapodes, donc les premiers amphibiens, et d'autres seront des géants comme le Dunkleosteus. Pour ce qui est des insectes et des araignées, elles s'éparpillent un peu partout sur la terre ferme. De plus, l'atmosphère est un peu plus riche en oxygène et ça favorise le développement des voies aériennes. Ce qui est une bonne chose. Les premières forêts se forment composées essentiellement de pycnospermes, de fougères, de lycophytes ou encore de cénophytes. Les premiers arbres apparaissent pendant le Dévonien. L'Archéoptéris, à ne pas confondre avec l'Archéoptérix, est un arbre à spores de 30 mètres de haut qui domine totalement le monde des arbres à son époque. Maintenant que bon nombre sont sortis de l'eau, je parle des espèces, comment ces dernières font-elles pour se reproduire? Eh bien, une branche des tétrapodes semblerait inventer l'œuf qui peut être pondu hors de l'eau. Et cela a permis aux vertébrés de quitter définitivement l'eau. Enfin, vertébrés. Certaines espèces de vertébrés, en tout cas. C'est pendant cet épisode que certaines espèces commencèrent à avoir des poumons. Et je pense que ça peut aider d'avoir des poumons si tu vis dans un milieu aérien. Il en va de même pour les végétaux, notamment les phadérogames, plus précisément les angiospermes, qui eux vont avoir une nouvelle corde à leur arc pour ce qui est de se protéger. Et pour protéger leurs graines, ils vont inventer les fruits. Et avec, ils vont littéralement dominer le monde des végétaux. Je pense que cette espèce mérite totalement son titre de totem de son règne. Certes, toutes ces espèces ont quitté la mer pour la terre ferme, mais au départ, elles étaient encore dépendantes d'elle. Bah oui, tu imagines si les mecs d'Apollo 11 seraient restés sur la Lune parce que fuck off, on a quitté la Lune, donc pas besoin d'y retourner. Mais bon, la paix, ce n'est qu'une période entre deux guerres. Vous pouvez me citer. Et comme vous l'avez deviné, le Dévonien se termine par une extinction. Alors que tout le vivant vit paisiblement Dans les profondeurs de l'enfer. Un océan de magma caché sous la terre menace de toucher le ciel par une éruption qui sera titanesque. Une zone sous terre où il y a du magma, on appelle ça un panache. Voilà, ça c'est cadeau aussi ça. Sous l'eau, l'immense panache s'échappe, défonçant littéralement le fond océanique. Des gaz en surchauffe sont expulsés, des quantités d'eau chaude déferlent avec puissance et l'eau entre en ébullition. Des millions d'animaux meurent impuissants face aux éléments, des glissements de terrain sous-marins pulvérisent les récifs en une fraction de seconde, 60 km² est touché par l'éruption avec une force de 1000 bombes nucléaires. Un royaume de vie vient d'être réduit à néant en quelques temps. 800 ans après l'éruption, l'océan rejette des milliards de tonnes de gaz toxiques, car la lave qui entre en contact avec l'eau rejette des gaz générés à cause des métaux qui la composent, notamment l'or, l'argent, le chrome, etc., etc. Les températures augmentent, les courants des océans s'arrêtent. À l'équateur, l'océan atteint 30 degrés, bien plus haut que les récifs ne le tolèrent. La vie animale est quasiment en train de perdre la bataille. Mais alors que tout est perdu pour le monde du vivant marin, une espèce va réaliser impossible. Ici, vous voyez le Tiktaalik. Et ce dernier commence à ressentir les changements que provoque l'éruption. Présent alors dans le Groenland, il va là où aucun poisson ne s'est jamais aventuré. Vous l'auriez compris, il va aller sur Terre. Il s'adapte d'une manière extraordinaire, se dotant de poumons primitifs et de poignets articulés. Et grâce à cet exploit, il va devenir le premier vertébré à marcher sur Terre. Il mérite totalement son totem.
250 000 ans après l'éruption, cela ne profite qu'à un seul règne, le règne du végétal. Les feuilles tombent et commencent à former les premières couches d'humus. L'humus, pour faire simple, c'est un sol qui nourrit les plantes. Les végétaux dominent alors totalement le monde vivant. 750 000 ans après l'éruption, cette dernière frappe désormais la Terre. 1 200 000 ans après l'éruption, des jets de lave atteignent des centaines de mètres de haut. Un nuage de cendres envahit alors totalement le ciel. Une colonne de cendres de 40 à 50 km de l'eau, accompagnée par de la matière chauffée à plus de 700 degrés, fend l'air et ce à une vitesse de 300 km/h. La Terre va alors connaître un hiver volcanique, le nuage de cendres empêchant les rayons du soleil de pénétrer la Terre. Notre totem, le Tiktaalik, va alors s'éteindre dans le froid de la Terre. L'hiver volcanique et le panache s'éteindront 300 000 ans après. 70% des espèces ont alors péri. Les récifs coralliens qui s'étendaient à 5 millions de kilomètres carrés sont réduits à quelques milliers. Plus le temps passe, cependant, plus les arbres produisent de l'oxygène. Les saisons commencent à revenir et la météo se stabilise. La terre ferme ressemble alors à un immense marécage et c'est dans ce dernier que l'évolution va pouvoir se remettre en marche. Cette deuxième partie sur le Paléozoïque se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué des erreurs grâce à votre immense savoir. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et le plus important, à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas, on se retrouve pour La suite au prochain numéro.